Richard Roudier, merci d'accorder un entretien à Burdig à la presse. Nous étions déjà entretenus, nous nous connaissons de longue date, nous sommes un petit peu en quelque sorte des camarades de combat. Et la Ligue du Midi que tu représentes pousse ses racines jusqu'en Aquitaine, bien entendu, puisqu'il y a des militants qui se situent en Gironde, dans les Landes, dans le Gers, donc tout le sud, tout le grand sud en définitive, est terre de mission d'une part et terre d'action de la Ligue du Midi. Alors, je voulais simplement m'entretenir avec toi sur la situation politique actuelle suite à ces élections présidentielles et savoir, est-ce que tu peux nous donner ton sentiment à ce sujet? Alors bonjour Alain, et puis un bonjour d'Occitanie. Tu as souligné que la Ligue était présente même en dehors d'Occitanie, ce qui a été le cas au moment de ces élections, puisque la Ligue a fait une petite campagne d'affichage qui a concerné un certain nombre de départements du sud-ouest, et en particulier du côté du Gers, qui est en Occitanie, mais aussi des Landes. Donc, je me permets de te montrer donc cette affichette qui s'intitule donc, je ne sais pas si vous la voyez bien là, oui. Quoi qu'il en coûte, tout sauf Macron, signé de la Ligue. Recule-la un petit peu qu'on voit de l'intégralité. Voilà, parce que là, voilà, oui, impeccable. Voilà. Ok, tout sauf Macron. Donc, ça a été affiché dans une dizaine de départements, à plusieurs milliers d'exemplaires, et donc ça a montré un peu la réactivité donc de nos équipes sur le terrain. Oui. Alors, donc on a eu un résultat qui est évidemment décevant, dont on peut tirer quand même quelques enseignements. Quels sont les enseignements que toi personnellement tu en as tirés de cet échec, ce énième échec du camp national représenté par Marine Le Pen? Qu'est-ce que tu en as tiré toi personnellement Alors, je crois qu'il ne faut pas exagérer. C'est un échec pour ceux qui attendaient mieux. Hein, mais Marine Le Pen donc, a fait au premier tour un résultat qui est flatteur, puisqu'elle atteint pratiquement donc 24%, elle talonne Emmanuel Macron. Donc je pense pas qu'on puisse parler d'échec. Au deuxième tour, elle dépasse la barre, alors c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, mais elle dépasse la barre des 40%, ce qui est quand même une grosse augmentation par rapport aux élections donc, de 2017. Bien, ça, après, la suite pour le Rassemblement national, c'est son problème. On peut par contre considérer, je le vois surtout sur le débat, évidemment, où elle a été un peu, je dirais, à l'eau tiède, ainsi que sur la dernière profession de foi qu'elle nous a envoyée, qui faisait fi d'un certain nombre de propositions habituelles donc, du Rassemblement national et qui était vraiment un programme attrape-tout, un programme gobe-mouche qui ne voulait surtout pas effrayer un certain nombre d'électeurs. Mais, comme je l'ai dit il y a 15 jours dans notre newsletter, Marine Le Pen, donc, et c'est une stratégie qui est la sienne et qui n'est pas mauvaise, elle n'était pas là pour faire de la figuration. Quand on se présente sur des élections présidentielles, a priori c'est pour gagner. Donc elle a choisi cette stratégie qui, mon Dieu, n'a pas été si mauvaise que ça. Moi je pense que le score de Marine Le Pen n'est pas une catastrophe. Il est une catastrophe pour ceux qui attendaient à ce qu'elle soit élue. Mais là il ne faut pas rêver. Pour ceux qui connaissent un peu la pratique électorale, surtout sur les élections présidentielles, les variations électorales sont de l'ordre de 0,5% par an à la hausse ou à la baisse. Voilà. Je ne dirais pas la même chose donc, pour le candidat qui était un peu notre favori et qui a lancé dès le début, d'abord qu'il y a eu une stratégie qui n'était pas la mienne et qui n'était pas bonne, c'est-à-dire la stratégie de
au sol la droite hors les murs, la droite ceci, etc., etc. Et qui a été un échec. Or, je constate que sinon, on se présente pas les élections, on débat sur un premier tour et sur un deuxième tour sur les résultats des élections présidentielles. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose, mais ce que je trouve désolant, c'est qu'on ne s'attaque pas aux réservoirs de voix immenses qui existent dans ce pays et qui, au deuxième tour des élections, représentent quand même 14 à 15 millions de voix, qui sont les électeurs abstentionnistes. Abstentionnistes, oui. Et c'est là qu'il faut aller chercher notre électorat. Abstentionnistes et qui votent blanc, parce que je constate encore une fois, il faut aller chercher dans les résultats électoraux, personne ne te donne les bulletins blancs, hein, et c'est quand même quelque chose de très important, puisque je crois qu'ils avoisinent les 10%. Hein. Donc tout ça, c'est effectivement un réservoir, mais est-ce que malgré tout, je le vois dans les réseaux sociaux, en lisant les réseaux sociaux, on voit il y a certaines voix qui s'élèvent en disant il serait temps que Marine Le Pen cède le pas et à d'autres personnes parce que c'est elle qui bouche un petit peu l'accès. Et notamment, je pense à plusieurs commentaires du résultat d'hier soir où elle s'est montrée réjouie. Réjoui donc de son score et apparemment se contentant une fois de plus de la défaite. Alors il y a quand même dans notre camp, semble-t-il, voilà, qu'est-ce que tu en penses, une espèce de lassitude d'être toujours dans la défaite au niveau électoral. Est-ce qu'il ne faut pas ne faut-il pas en tirer justement la nécessité de s'organiser de façon différente, de créer des passerelles entre les diverses sensibilités, évidemment, patriotes, parce que là, on a l'impression qu'on se dirige vers un splendide isolement du RN qui dit si vous voulez, vous venez derrière nous, mais de toute façon, c'est nous qui allons commander. Il y a ce danger, parce que là, on a effectivement une opportunité qui est le troisième tour législatif, sur lequel on pourrait véritablement pousser nos pions et continuer à faire. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ne répondons pas, puisque tu viens de parler des législatives, le score, le nombre d'élus, puisqu'il faut toujours, quand on va se présenter à des élections, il faut raisonner en nombre d'élus. Honnêtement, quel va être le nombre d'élus du Rassemblement national dans un mois et quel va être le nombre d'élus du groupe Reconquête dans un mois? Il va être en quelques dizaines d'élus. Il faut pas rêver. Quand on nous dit il va y avoir un basculement, un contre-pouvoir qui va se mettre en place au moment des législatives, etc., c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le seul qui puisse bénéficier d'un certain allant, c'est Mélenchon. Et je profite d'être ici pour dire que notre grand ennemi actuellement, maintenant Macron est élu, il en a pour 5 ans, mais aux législatives, notre grand ennemi, c'est Mélenchon. Si Mélenchon a un groupe important, ce que je ne crois pas, mais s'il a un groupe important au Parlement, nous avons du souci à ne faire parce que c'est notre disparition programmée. Oui. Mélenchon et la France insoumise a dissous a été à l'origine de la dissolution d'un certain nombre de groupes souverainistes et il a tenté de faire dissoudre, par l'intermédiaire de sa députée Muriel Bessiguet, la Ligue du Midi. Donc, ça fait sans arrêt. Tout à fait. Alors justement, si comme il le disait, il est désigné ou élu, laissez-moi rigoler, Premier ministre. Oui, alors ça je pense c'est un peu la politique fiction dont la probabilité est faible, mais malgré tout, il y a un fait, dis-moi ce que tu en penses, qui est quand même extrêmement intéressant,
enfin pas pour nous, mais disons pour l'évolution politique, de voir le vote dans les banlieues islamisées, qui au premier tour a voté massivement pour Mélenchon, hein, à 60%, et au deuxième tour a voté encore plus massivement, 60-70%. Il y en a dans certains, par exemple, à Grigny, je crois, entre autres, hein, ces banlieues qui font souvent parler d'elles. Donc, on a un accord finalement entre Mélenchon et Macron, une espèce d'alliance, j'oserais dire même de sainte alliance entre les mélenchonistes et les macronistes, qui finalement contribuent tous les deux d'une manière différente, mais contribuent à la dissolution, à la disparition de la France. Macron par le mondialisme et Mélenchon par l'islamisme. Oui, alors, au premier tour, ça a un peu évolué au deuxième tour, mais au premier tour, n'oublions pas quand même que le premier département abstentionniste a été la Seine-Saint-Denis. Oui. Hein, donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On ne va pas se rentrer dans les détails, mais enfin bon, c'est la réalité. Ce qui s'est passé au premier tour, c'est-à-dire, il y a eu une conjonction, une conjugaison dans le vote macroniste, dans le vote mélenchoniste, justement, des habitants allogènes ou des allogènes. Oui. Et on l'a vu dans une ville comme Montpellier, qui n'est pas une ville de cité. Je veux dire, il y a eu une différence entre le vote des cités et le vote des villes à forte majorité maghrébine. Oui, oui. Et ce vote n'est pas le même. Et à Montpellier, par exemple... À la Paillade notamment. Non, moins à la Paillade, je parle même du centre-ville. Oui, parce que, bon, on a le centre-ville qui est très allogénisé, si on peut dire comme ça. Et tu as 40% sur la ville, sur l'agglomération, sur la métropole de Montpellier, tu as 40% de voix mélenchonistes. Okay, et il y a quand même une différence entre les cités et les villes à forte majorité. C'est-à-dire ceux qui habitent dans les cités ont plutôt tendance, je parle déjà de l'ogène, ont plutôt tendance à s'abstenir et à se mettre en dehors d'une assimilation électorale. Voilà. Oui. Par contre, tu comprends mon raisonnement. Oui, tout à fait. Et le vote de la Seine-Saint-Denis est très parlant là-dessus, puisque bon, l'abstention est montée à des taux de 70% au plus au premier tour. Alors, attends, je veux rajouter une chose sur l'abstention en particulier et sur le vote Marine Le Pen, c'est-à-dire que on se trouve au deuxième tour. Marine Le Pen additionne ses voix, additionne aux voix de Zemmour, aux voix de Dupont-Aignan, aux voix de quelques 30-40% de voix de la salle, mais ne dépasse pas ce score, ou le dépasse très peu. C'est-à-dire que entre les deux tours, elle n'arrive pas à puiser sur le Mélenchon, sur notre voix, et de même sur l'abstention. Donc c'est ça qui ne permet pas de progresser de façon significative entre les deux tours. Alors, une autre question. Chercher chez les abstentionnistes. Oui, alors une autre question qu'on peut se poser, et je te la pose, donc c'est le vote générationnel, puisqu'on constate que plus la population est âgée, et en plus c'est elle qui se rend au vote, c'est elle qui s'abstient le moins, plus la population est âgée, plus elle vote Macron au premier tour et au deuxième tour de façon massive. Donc, on a une courbe qui a été publiée donc sur Internet qui est extrêmement réaliste, qui est une courbe, si on peut parler de courbe, mais ce sont deux lignes en X qui se croisent, où on part de 40% à 72% en ce qui concerne les tranches d'âge et le vote Macron, et en corollaire, on a la même voie ou la même ligne qui descend pour atteindre des scores très flatteurs pour Marine Le Pen pour la première tranche des 18-25 ans et la deuxième tranche des 25-34 ans. Voilà. Donc ça est un problème, je dirais, anthropologique.
Oui, bien sûr. Plus les gens Alors, disent, voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on analyse, c'est quand même multifactoriel. Et un autre facteur aussi, donc, pour terminer cette analyse fine des résultats, c'est le hiatus abyssal qu'il y a entre la France périphérique, les campagnes, qui ont voté d'une manière générale, je vois même dans des terres social-démocrates du Sud-Ouest, hein, classiquement, qui a voté donc majoritairement Marine Le Pen et Éric Zemmour, hein, au premier tour, et évidemment les villes urbanisées ou les expatriés gagnant de la mondialisation. Donc on se retrouve avec, comme le dit mon ami Charles Gave, les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Hein, c'est-à-dire ceux qui sont de quelque part et les autres, ceux qui sont de nulle part. Hein, voilà. les sédentaires et les nomades. Les sédentaires et les nomades. Donc les enracinés que nous revendiquons d'être, hein, et les nomades pour lesquels la France n'est plus qu'une terre de passage. McDo, venez comme vous êtes, etc. Donc on a tous ces phénomènes qui s'interpénètrent, et ce qui fait que la leçon à tirer est quand même extrêmement riche et complexe, hein, je pense, non? Marine Le Pen a oublié dans sa profession de foi de parler d'identité ou d'enracinement. Je crois qu'elle ne cite pas une seule fois le mot. Par contre, elle a parlé de la nécessité de l'enracinement en ce qui concerne les possibilités pour les jeunes d'accéder à un logement, d'acquérir des propriétés, etc. Mais je l'ai entendu parler ou prononcer ce mot une fois pendant toute sa campagne. Il y a une trentaine, bon, je l'ai regardé rapidement hier soir, il y a en France une trentaine de départements qui sont des départements de l'Est et du Nord et des départements de la façade méditerranéenne, une trentaine, 25 à 30 départements qui ont voté, donc qui ont mis Marine Le Pen en tête donc, du vote. Donc c'est intéressant, mais n'oublions pas que c'est un combat que nous portons depuis des dizaines et des dizaines d'années. Alain, tu le sais très bien, oui. j'avais écrit un livre sur la nécessité d'une décentralisation donc, en France, où je disais que dans l'avenir, et je ne m'étais pas trompé, il y aurait un antagonisme flagrant, y compris anthropologique et ethnique, entre d'une part les banlieues, les métropoles, et de l'autre part la France périphérique. Et aujourd'hui, on a les chiffres qui sont là, c'est-à-dire 70% de l'Île-de-France, donc qui a voté pour le candidat Macron, et des départements dont je me félicite, par exemple, comme le Gard en Occitanie, qui ont voté à 55% donc pour Marine Le Pen au premier tour. Alors oui, cette archipélisation de la France, qui ne correspond pas d'ailleurs à nos vœux, parce que lorsque nous demandons justement une décentralisation, une espèce de régionalisation intelligente, hein, bien entendu, c'est pas un éclatement, une France en peau de léopard que nous voulons. Nous voulons une France qui est, hein, je pense, adossée sur une identité régionale, sur le respect des identités régionales, et qui avec bon la petite patrie et la grande patrie, cet équilibre que nous avions, qui existait d'ailleurs du temps de la monarchie, bien entendu. Les provinces. Voilà, avec les provinces. Donc bon, et ça, a priori, on n'en prend pas le chemin, puisque cet éclatement est un éclatement vraiment qui est, je dirais presque ethnique, ethno-culturel en tout cas. Hein, voilà. Écoute, ce qu'on peut dire, c'est que, alors qu'on nous a reproché, nous, identitaires, décentralisateurs, partisans de la subsidiarité, etc., on nous a accusés pendant des années d'être des anti-France, de vouloir justement une partition du territoire, et aujourd'hui, ce sont les nomades et ce sont les mondialistes qui essaient de nous l'imposer. Oui, tout à fait. Nous avons en France 25% de gens de population qui habitent dans la vingtaine de métropoles,
et c'est des métropoles qui sont largement allogénisées et qui représentent aujourd'hui un vote à 70%, donc, ou 65% pour Macron. Alors, je voudrais ajouter aussi, quand même, il ne faut pas être trop négatif. Oui, voilà, exactement. Donc, après avoir dressé un tableau réaliste, hein, il faut voir un petit peu la part positive et d'espérance, puisque de toute façon, rien n'est jamais totalement terminé, sauf par la mort. Tout à fait. Alors, on peut voir par exemple aujourd'hui une petite victoire que nous avons remportée, c'est la disparition programmée de la droite traditionnelle des LR. Comme on dit, j'ai vu même le surnom de LR langue rappeuse. Je trouvais ça assez amusant. Donc, il ne faut pas oublier quand même que la droite institutionnelle a fait un plongeon vers les abysses, de l'ordre de 15% quand même en 5 ans. Donc ça me paraît donc extrêmement intéressant. De même que ce qu'on appelait les partis institutionnels. Parti socialiste et républicain qu'on a connu depuis le RPR, l'UMP, l'UDR, etc. Et qui ont fait un plongeon énorme. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ajouterais, excuse-moi de te couper, le Parti communiste finalement reste confiné dans les 2%. Monsieur Lassalle, que j'aime beaucoup, que j'ai interviewé, fait davantage que le Parti communiste, ça c'est réconfortant. Et les Verts aussi qui ont été gonflés artificiellement. Donc eux aussi connaissent un reflux qui est, je pense, encourageant pour l'avenir de la vie politique française. Alors, on peut justement, puisqu'on en parle, on est passé quand même à l'espace de 5 ans, et on peut rendre grâce à Emmanuel Macron de la bipolarité de la vie politique française qui a duré 60 ans sur une tripolarité. C'est-à-dire que maintenant, nous avons une extrême gauche, une gauche extrême, mais tout ça fonctionne par porosité à l'intérieur de la gauche. C'est-à-dire que quand je vais employer une expression triviale, mais qu'on connaît, c'est pas moi qui l'ai créée, quand vous avez un antifa qui pète, l'odeur se répercute jusqu'aux social-démocrates. Oui, belle expression. Oui. Ces cas-là, n'oublions pas quand même qu'entre les deux tours, c'est Poutou qui a indiqué à Mélenchon quelle devait être sa stratégie électorale. Moi, j'ai vu les panneaux électoraux, puisque de temps en temps, je me permets de me dégourdir les jambes et d'aller un peu afficher. J'ai vu les panneaux électoraux qui étaient complètement tagués, les 11 candidats tagués, sauf M. Poutou. Donc, on comprend quelle est la stratégie. Alors heureusement, électoralement, ça ne fonctionne pas, puisque à l'espace de 10 ans, depuis le 2002, l'extrême gauche dite révolutionnaire, mais qui se présente quand même aux élections, c'est-à-dire trotskiste en particulier, est passée de 10 et quelques pourcents à 2%. Donc, pour nous, c'est quand même une réussite. Je voudrais rajouter à cela que la gauche, tout parti confondu, en l'espace de 20 ans, est passée, et je parle là des trotskistes, aux radicaux gauche. Elle est passée de 43% à 32% en 20 ans, et les souverainistes, dans le même temps, progressaient de 20% à 32,4%. Donc, c'est quand même des éléments intéressants. Je dis, il y a eu des petites victoires, il y a eu une banalisation, grâce à Zemmour, d'un certain nombre même si de concepts. Il est passé, il les a annoncés ou prononcés avec une certaine radicalité. Maintenant, est-ce que c'était son objectif? Ça, je ne veux pas parler à sa place. Nous avons réussi à banaliser quand même le discours que nous avions depuis
des dizaines d'années et qui avait été mis sous le boisseau. Autre victoire. Voilà. Alors, justement, moi je pense qu'il faudrait aussi relativiser le score de Jean-Luc Mélenchon, parce que je connais des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon pour des raisons qui sont absolument pas de gauche, mais parce que il leur semblait être le plus radical, disons, celui qui avait la plus grande gueule. Le plus radical en matière sociale. Oui, oui, en matière sociale et même en matière de discours. En matière de discours, c'est celui qui a été le plus radical, qui n'hésitait pas à utiliser et à faire du rentre-dedans sans égard. Et je pense que même à gauche, d'une manière générale, malgré un score finalement qu'ils ont sauvé un petit peu, ils semblent avoir sauvé les meubles, je pense qu'il y a quand même une complicité avec le système. Par exemple, qui a donné un exemple, dans la commune où j'habite, qui est communiste à fond depuis des décennies, où aucune affiche autre que celle du candidat communiste ou de Mélenchon ne durait, plus d'une heure, puisqu'il y avait toujours les colleurs de la mairie qui les recouvraient. Les affiches d'Emmanuel Macron entre les deux tours ont tenu, sur les panneaux d'affichage libre, ont tenu tout l'entre-deux tours. C'est bien le signe qu'il y a une connivence de fait entre la gauche, l'extrême gauche, et Emmanuel Macron, dans leur volonté de détruire la nation France. Et c'est des petits faits comme ça qui montrent que l'évolution non seulement ne s'est pas terminée, mais elle est en cours et peut-être même peut s'accélérer. Alors, voilà. Que faut-il faire? Je voudrais te signaler une chose. Dans notre petite commune de Saint-Julien, en Cévennes, quand je suis arrivé il y a 30 ans, la droite nationale faisait 0 voix. Ah oui. Pas compliqué. Je parle sur des élections locales, municipales, 0 voix. Aujourd'hui, au deuxième tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen fait 56%. Ah oui. Petite commune, 124 électeurs, mais en Cévennes, et quand on connaît l'influence des religions, en particulier chez les protestants, bien qu'il y ait des protestants qui soient des souverainistes, quand on connaît mais c'est pas intellectuel et le côté culturel, on peut s'étonner quand même que quand on travaille le terrain, on passe de 0% à 56%. Et ça veut dire qu'il faut être en permanence donc sur le terrain. C'est pas un hasard. Regardez le département du Gard, aussi plus généralement, et qui comprend donc cette partie des Cévennes. Le département du Gard est à 54 ou 56% sur. Alors, voilà, oui. Alors, ça c'est le plan purement électoral, démocratique entre guillemets, parce que on voit bien comment le système a les moyens et la puissance pour manipuler la démocratie, notamment avec l'hystérie sondagière qui a fait que beaucoup de personnes qui, par exemple, désiraient voter Zemmour ont voté plutôt Marine Le Pen, ce qui finalement n'a pas été une mauvaise chose. Ça nous a évité un deuxième tour Macron-Mélenchon. Et j'en connais beaucoup qui étaient évidemment qui adhéraient plutôt au discours d'Éric. Donc ça c'est un point. Mais maintenant nous avons à la fois 5 ans, ce qui est à la fois court et long, et on a quand même une dégradation de cet aspect. Le problème c'est, comme disait un penseur célèbre, que faire? Que faire dans ces 5 ans? Le combat politique lui-même, on voit quand même ses limites. Et donc, qu'est-ce que tu penses donc à la fois du combat culturel, c'est-à-dire continuer à faire passer des idées fortes, nos idées qui sont des idées fortes et des idées d'avenir pour sauver la France et la reconstruire. Donc, il faut continuer ce combat métaculturel, métapolitique. Métapolitique. Voilà, métapolitique. Donc, qu'est-ce que tu vois pour accélérer, évidemment alors, je sais qu'on a mis en place un tas de réseaux. Notre vaisseau amiral, par exemple, c'était Liberté.
On a vu l'influence que pouvait avoir le terme grand remplacement qui maintenant est utilisé par tout le monde. Donc il fait le travail, ça fait le job. Éric Zemmour aussi a mis dans le débat quelque chose qui est fondamental, c'est le concept de remigration. Donc je pense qu'il faut. Est-ce que tu ne penses pas que c'est dans ce domaine que nous devons pousser nos feux? Voilà. Moi, je crois que il faut continuer, comme tu l'as dit, sur le combat culturel et sur le combat métapolitique, qu'on a en grande partie gagné, ou qu'on a amorcé, mais c'est long, il est long que le résultat des idées se transforme en résultat dans les urnes. Okay. Il faut maintenant aussi couper les pattes à un canard, cette histoire de au sol la droite, union des droites, tout le combat est à droite, ça je dis c'est une grosse connerie. Ouais. Et il faut s'en débarrasser. Vous allez aujourd'hui aller sur des chantiers, aller dans les champs, aller sur des fêtes, aller au bistrot, aller etc. Quand vous parlez de la droite, parce que n'oublions pas que les sondages disent qu'en France, 35% des gens se revendiquent des idées de droite. Même plus que ça. Ben, oui. Moi, je fais une petite analyse et ils vont au-delà. Mais moi, je trouve que c'est un peu bidonné. Je trouve que déjà, plus d'un tiers, c'est déjà un socle important. Quand vous allez, donc, dis-je, sur des lieux de travail, des lieux de chantier, etc., quand vous parlez de droite, tant que vous parlez d'idées, ils sont tous d'accord avec vous. Mais quand vous prononcez le mot droite, ils se hérissent comme les poils de chat. Pourquoi? Et ils vous disent, la droite, c'est des pourris, c'est des nantis, c'est des riches, c'est des profiteurs, etc., etc. Mais ils voient la droite républicaine. Oui. Et je trouve qu'il est maladroit d'employer ce terme de droite. Donc, nous devons monter un parti qui soit populiste et qui abandonne ces notions de droite qui nous mettront toujours un plafond de verre au-dessus de la tête. Alors, le plafond de verre, comme disait un de nos amis, il monte petit à petit, il monte, mais il est toujours le plafond de verre. Et ça va être très difficile de passer, grosso modo, de 35% de premier tour, parlons en termes de premier tour, pas en termes de deuxième tour, qui là réunit tout le monde avec des idées qui sont parfois même contradictoires à 180 degrés. Mais pour passer de 35% à 50,1%, parce que n'oublions pas une chose, quand on se présente aux élections, c'est pas pour faire un beau score. Oui. Et à 50,1%, ce plafond, il monte, mais on n'arrivera jamais à le percer. On ne va pas chercher le public populaire, le public des abstentionnistes. Voilà, moi, la stratégie que je donne. Par contre, au moment des petites élections, dirais-je, que ce soit municipales, que ce soit législatives, etc., oui, on peut aller chercher des partis ou des petits partis autour pour faire un rassemblement. Mais sur le plan du discours à la population, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Il faut parler du peuple, il faut leur parler de la France, il faut leur parler de la sédentarité, il faut leur parler de l'identité, il faut leur parler du frigo vide, il faut leur parler, etc., etc. Voilà ce qu'il faut leur dire. Alors, et ça sera un petit peu la fin de notre entretien, parce que est-ce que, enfin moi personnellement, je lis beaucoup et j'essaie de me tenir informé. Entre les événements, je suis pas Madame Irma ni Elisabeth Tessier, mais c'est une certitude. Il va y avoir des événements graves qui dépasseront véritablement les frontières d'une crise économique, financière, géopolitique, bien entendu, puisqu'il y a des tensions, etc., qui vont amener. Tu parlais là à l'instant des frigos vides, mais ce n'est plus du tout une vue de l'esprit.
Et ça, peut-être, ça va contribuer à faire bouger. Hein. Est-ce que tu penses que et ça peut survenir très rapidement. Les germes sont là. Voilà. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut continuer toutes les opérations militantes et peut-être les accentuer et les développer. Il faut faire comprendre donc à la population qu'il y a maintenant un pôle de sédentarité, d'identité, de souverainisme, etc., aux alentours de 35%, qui ne demandent que croître et embellir. Mais il faut aller faire des actions sur le terrain. Il faut aller, s'il y a d'autres opérations style Gilets jaunes, il faut y participer. Il faut participer comme nous l'avons fait, et nous avons éjecté l'extrême gauche de ces parcours, les opérations anti-pass sanitaire, mais il faut être là en permanence sur le terrain. C'est ça qui est important. Si on s'imagine, comme trop souvent l'imagine le Rassemblement national, qu'il suffit de se réunir tous les 5 ans pour avoir la victoire, et bien là, nous faisons fausse route. Nous avons démontré aujourd'hui que ce n'était pas suffisant. Il faut encore progresser et largement progresser. Nous avons une dizaine de millions de voix de retard. Nous pourrons les compenser que si nous allons à la rencontre du peuple. C'est-à-dire que ce qui manque, je pense, à notre courant d'idées, c'est des leviers suffisamment puissants, hein, comme disait Archimède, donnez-moi un levier et je soulèverai le monde, et il nous manque encore ces leviers. Ces leviers, enfin ça c'est un avis personnel, mais je te demande si tu partages vont survenir lorsque il y aura plus lorsqu'il y aura plus de picotins dans les dans les écuries et que à ce moment-là les gens vont se réveiller, alors pas forcément à bon escient, mais malgré tout le système tel qu'on le vit depuis 60-70 ans va finir complètement d'éclater et on ne sait pas sur quoi il va déboucher, mais c'est là que nous devons être. Absolument. Je ne pense pas que nous devons être à ce moment-là un levain dans la pâte. Alors se pose le problème, on pourra peut-être en conclure là-dessus, c'est le problème de l'organisation. Oui. C'est-à-dire que nous avons maintenant, on a parlé pendant 6 mois d'élections, de partis politiques, de combinations d'appareils électoraux, etc. Oui, mais il faut qu'entre-temps, pendant la période de 5 ans, il y ait une action, il faut qu'il y ait une organisation. Et c'est là que je dis toujours qu'il faut qu'une prise de pouvoir fonctionne sur 2 jambes, une partie électoraliste, et maintenant nous avons, avant on avait un parti, maintenant on en a 2. Je sais pas si c'est un progrès, l'avenir nous le dira, et surtout arrêter les oukases, arrêter de vilipender les militants d'un parti ou de l'autre. Eux, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et cela, il faut pas, et peut-être cela, ils ont manqué aussi à Marine Le Pen, à cette élection. Donc, il faut pas les vilipender. Il faut être, nous, sur le terrain de la rue, je parle des organisations, il faut être sur le terrain de la rue, il faut être sur le terrain associatif, sur le terrain de la culture, sur le terrain de l'agitation, propagande, etc. Et puis, la cohésion des 2 méthodes, la rue et les urnes, feront que petit à petit, on progressera dans la prise de pouvoir. D'accord. Oui, tout à fait. Je pense que s'ouvre à nous un champ du possible qui finalement n'existait pas avant. C'est peut-être l'enseignement positif qui n'existait pas avant lorsque la vie politique était congelée. Hein, il y avait une congélation de la vie politique et là maintenant tout devient fluide. Donc tout devient possible. C'est un petit peu le message que je suppose. Voilà. Ok. Écoute, Richard, merci de cet entretien. Je sais que tu es un vieux militant, à la fois par le nombre d'années passées en militantisme et malheureusement par le nombre d'années Mais le nombre d'années amène l'expérience. Oui, bien sûr, et le recul et voilà, c'est ce que j'appelle le calme des vieilles troupes.
et je crois que nous l'avons, et justement, nous sommes capables peut-être d'amener évidemment des points de vue utiles. Voilà. Écoute, Richard, je te remercie de cet entretien. Nous essaierons de renouveler donc dans les grands moments de la vie politique, bien entendu, puisque la Ligue du Midi est appelée à se développer, je pense, par son originalité et la pertinence de sa vision. Voilà ce que je voulais dire à nos auditeurs, nos spectateurs de notre chaîne Burdigala. Burdigala qui essaye de donner ce point de vue. Alors, voilà, donc non pas d'union des droites, mais disons pas d'ennemis à droite et pas d'ennemis surtout aux personnes qui ont l'amour de la France, l'amour de leur patrie, leur petite patrie et la grande patrie. Hein, c'est ça que nous sommes vraiment attachés, enracinés, nous sommes de quelque part et nous voulons transmettre. La notion d'héritage, je pense, est très importante dans notre manière de penser le monde. Hein, c'est ça. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Et Voilà. nous avons raison puisque nos ennemis sont là pour nous le rappeler. Je vois les affichages que nous avons faits. Ils arrachent nos affiches, mais avec les ongles. Oui. Ils nous détestent. Avec les dents. Avec les dents. Avec les ongles, avec tout ce qu'ils peuvent. Mais Ouais. là, on a vu pendant une dizaine de jours, là, c'est quand même extraordinaire. Donc, ça prouve quand même que si l'ennemi nous désigne, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Oui, c'est qu'on les gêne. Voilà. Écoute, on va donc mettre fin à cet entretien. J'espère qu'il aura amené quelque chose de positif, une vision. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo en fonction de l'actualité. Hein? Eh bien, à ton service, si les dieux le veulent. Si les dieux. Voilà, écoute, ça fait partie du combat aussi de pouvoir s'exprimer grâce aux moyens modernes, parce que nous ne sommes pas des ennemis de la modernité, dans la mesure où elle n'est pas en rupture avec la tradition, et les deux se complètent et s'enrichissent. Voilà. Chers amis, merci, et merci à toi, Richard.